Ok. Vous m'entendez bien? C'est bon? C'est parti. Bonjour à tous. Je m'appelle Florian Jourda, j'ai 33 ans. Et là, je reviens de 10 ans à San Francisco. Donc, j'ai vécu dans la Silicon Valley. Et j'ai eu la chance d'avoir une expérience startup extraordinaire. Je suis là aujourd'hui pour partager avec vous un peu toutes les bonnes choses que j'ai pu apprendre là-bas, toutes les bonnes practices, les best practices de la Silicon Valley. Et là, en fait, je viens juste de retour en France il y a quelques semaines et je vais en fait même revenir ici à Lyon, dans ma ville natale, pour monter une nouvelle start-up. Donc c'est un moment, je suis hyper heureux d'être là aujourd'hui, parce qu'on va parler d'un sujet qui me passionne, qui est vraiment la culture d'entreprise, comment on arrive à créer vraiment dans les équipes une ambiance, des process extraordinaires où on peut utiliser vraiment, faire grandir tous les talents de tout le monde et faire marcher les gens vraiment très très bien. Et aussi pour moi c'est un peu mon retour officiel au Bercail, à Lyon, où j'ai passé les 20 premières années de ma vie. Voilà. Alors, donc pour parler un peu de mon parcours, donc j'ai fait des études d'ingénieur donc à Polytechnique en France, et après je suis allé à Berkeley pour aller les finir. Et à Berkeley, donc qui est juste en face de San Francisco, j'ai découvert là-bas un univers extraordinaire où les thésards faisaient des startups et étaient un peu des rockstars, où les MBA bossaient avec les ingénieurs pour faire des startups. Tout le monde était optimiste, tout le monde travaillait les uns avec les autres. Tout le monde avait des vrais super projets et vraiment une sorte de bienveillance, un esprit progressiste extraordinaire. Et donc ça j'ai vraiment adoré, c'était complètement à l'opposé de la culture un peu élitiste, fermée sur soi française. Et j'ai décidé de rester là-bas, au lieu de rentrer en France, bosser dans les grands groupes comme je voulais au début. Voilà. Et après j'ai rejoint une start-up qui s'appelle Box. Qui connaît Box ici? Voilà. Ok, donc Box, pour la faire vite, c'est un peu le Dropbox pour entreprise. Donc c'est un système cloud où on peut mettre ses fichiers, ses documents pour pouvoir les partager avec ses collaborateurs. En gros, un peu comme on utilise l'email tous les jours, on a besoin d'utiliser un Box tous les jours pour pouvoir collaborer ensemble. Et Box se situe plutôt pour les grosses entreprises qui ont besoin d'un énormément de sécurité. Donc un peu tous les gros industriels, les cabinets de conseil, les banquiers d'affaires utilisent Box pour pouvoir partager de manière très sécurisée. Et puis il y a des hôpitaux aussi aux États-Unis. Voilà. Donc en fait, j'ai rejoint Box au tout début et je voudrais expliquer un peu l'histoire de Box. Alors l'histoire de Box, c'est une histoire un peu typique de la Silicon Valley. Donc ça a été commencé par ces 4 gars qui étaient des copains de lycée et ils sont partis à la fac au campus des États-Unis. Au bout d'un an, ils ont tout arrêté pour revenir ici à Berkeley, donc c'est la cabane au fond du jardin de l'oncle du cofondeur, pour commencer Box. Donc ils avaient 19 ans. À l'époque, c'était pas encore cool de quitter sa start-up parce qu'il n'y avait pas encore les Zuckerberg, etc. Et ils sont allés partir faire ça. Ils ont commencé le début, ils ont commencé à se financer avec $20 000 que l'un d'eux avait gagné au jouant au poker en ligne. Il y a plein d'histoires comme ça un peu débiles. Voilà. Et finalement, ils ont commencé, et donc c'est au début du Web 2.0. À l'époque, il y a Facebook qui commençait, MySpace qui commençait, etc. Et donc après les premières années de Box, moi je suis arrivé au tout début, j'étais le premier ingénieur embauché après les cofondateurs. On a passé plusieurs années à trouver un business model. Donc on essayait de s'intégrer avec Facebook, avec MySpace. On était très gros sur MySpace à un moment parce que les groupes nous utilisaient pour partager des fichiers avec leurs fans avant que iTunes existe et tous les trucs comme ça. Voilà, on a vraiment cherché pendant pas mal d'années, mais on n'a pas réussi à craquer le marché consumer. Pour les individuels, parce que c'était un peu trop tôt pour les gens de partager des documents sur le cloud. Mais après, plus tard, on a fait un pivot vers l'entreprise, quand on s'est rendu compte que les IT managers en fait, n'avaient aucun système pour partager leurs fichiers de manière efficace. Ils utilisaient soit des attachements email, des pièces jointes, des FTP, etc. Et donc on a vraiment gagné dans le business. Et après, la deuxième phase, c'était une phase où on a vraiment fait un super business model qui marchait vachement bien, c'était la scale. Donc Box a levé peut-être 600 millions de dollars pendant toute cette période. Et donc là, après, on a vraiment bourriné. Et ce qu'on a fait, c'était donc la scale technique. On a eu beaucoup de problèmes de scale où on avait tellement de fichiers, des terabytes, des pétabytes de données à traiter. On avait beaucoup de ce qu'on appelle de dettes techniques. C'est-à-dire qu'on avait écrit du code comme des porcs pendant des années parce qu'il fallait vraiment faire les features très très vite. Et en plus, on n'avait aucune expérience. Ils avaient 19 ans, 23 ans. On avait aussi des contracteurs en Russie qui écrivaient du code comme des porcs. Voilà, donc en fait, j'ai une énorme expérience à gérer des codes très sales. Voilà. Et finalement, donc, on a réussi à améliorer ça au fil des années. Et aussi, après, au niveau culture, on a vraiment réussi à faire quelque chose d'extraordinaire.
Au début de Box, donc la culture des cofondateurs, ils étaient très humbles, très généreux, très gentils, on va dire. Et en fait, on a fait pas mal d'erreurs de recrutement au début. On a recruté par exemple l'erreur typique d'embaucher des ingénieurs très intelligents, mais vraiment brillants, qui ont raison 90% du temps. Et les 10% du temps où ils ont tort, c'est impossible de les faire entendre raison. Parce qu'ils veulent en fait avoir raison tout de suite et leur ego attaché à la première idée qu'ils ont, au lieu d'essayer d'avoir raison le plus vite possible. C'est-à-dire de communiquer, d'échanger pour arriver vraiment à trouver quel est le compromis, l'idée qui marche le mieux. Voilà. Et après, vu qu'on était gentils, on essayait de faire marcher ça, de se mettre au milieu des personnes qui avaient des problèmes, genre mais non, il n'a pas voulu dire ci, il a voulu dire ça, et voilà. Enfin, c'était horrible, on s'est épuisé à faire ça. Et après, on a vraiment en fait été vaccinés là-dessus. Et on a décidé de ne plus faire d'erreurs de recrutement, de ne plus faire d'erreurs de management, de vraiment créer une culture où tous les comportements positifs étaient encouragés, les comportements négatifs étaient empêchés. Et pour faire ça, on s'est entouré en fait un peu des meilleurs experts de la Silicon Valley. Donc on a créé un comité d'advisors avec les directeurs techniques de Facebook, de Google, d'eBay, de LinkedIn, qui eux avaient été passés par cette phase de scale avant justement comment est-ce qu'on passe une équipe de 10, 50, 100 000, etc. Et voilà, pour nous aider à faire ça bien. Donc en fait, j'ai pu être en contact avec vraiment en gros tout ce qu'ils aimaient dans la Silicon Valley, et on a réussi à vraiment très bien l'appliquer à Box. Et aujourd'hui, Box a une culture vraiment extraordinaire. Si vous allez dans les bureaux de Box, vous allez voir de l'énergie, des sourires, des gens qui parlent ensemble tout le temps. Il n'y a aucun mur, on est complètement en open floor à Los Altos. Et le truc qui est assez fascinant, c'est que cette collaboration elle se passe entre tous les départements. Entre ingénierie et vente et customer success, service client, marketing, etc. Ce qui est hyper rare. Des boîtes où les ingénieurs et les vendeurs se respectent, il n'y en a quand même pas beaucoup. Voilà, donc ça on a vraiment très bien fait. Et ouais, donc Box, il y a eu un très beau succès. On est rentré en bourse il y a 6 mois. La boîte fait près de 2 milliards de valuation et 400 millions de chiffre d'affaires chaque année. Voilà. Et donc là, je vais vous parler en fait, de tout ce que j'ai appris pendant la période du scaling. Et ce qui est intéressant avec le scaling, c'est que en fait, le mindset qu'il faut avoir, les trucs qu'il faut comprendre, qui servent pour le scaling, en fait, ils servent dès le début. Donc tout ce dont je vais vous parler, ça ne va pas être juste utile quand votre boîte elle aura 50-100 personnes, mais dès le début, quand vous allez embaucher votre première personne, il y a vraiment des choses très intéressantes dedans. Et aussi, je vais parler un peu des équipes techniques, mais toutes les best practices dont je vais parler, elles s'adaptent à tout le monde. Ça peut être pour vos sales, vos marketeurs, vos designers, etc. Voilà. Alors, donc les mindsets du scaling. Donc scaling, ouais, c'est un peu du franglais. Je vais parler vite et faire du franglais, je suis désolé, ça c'est pas vraiment fait en ce moment. Donc le scaling, ouais, c'est le passage à l'échelle, c'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive à aller très vite tout en étant plus gros et en n'ayant aucun, ce qu'on appelle les bottlenecks, les goulots d'étranglement, qui empêchent de faire des choses en grand rapidement. Alors avant de parler vraiment des best practices, je vais vous parler du mindset. Donc c'est vraiment quelles sont les idées principales, les principes en fait, fondamentaux qu'il faut avoir, dont découlent après toutes les best practices. Et si on capture vraiment ça bien, en fait, tout le reste découle vraiment très facilement. Alors, le premier mindset très important, il faut avoir un mindset d'abondance, et pas un mindset de scarcity, de rareté. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En gros, ça veut dire penser win-win au lieu de win-lose. C'est quelque chose qui est très fort dans la culture américaine, californienne, et je pense que c'est une des raisons pourquoi les startups marchent beaucoup là-bas. Dans la culture française, on est beaucoup plus en win-lose, dans son état d'esprit. Il y a un expert de la culture franco-américaine, Pascal Baudry, qui a une théorie assez intéressante là-dessus, qui explique le fait que la culture française c'est une culture féodale, où on vivait on était serfs dans un fief, on n'avait pas le droit d'en sortir, et donc quand il y avait une disette, les stocks de grains étaient limités. Moi, pour que je mange plus, il fallait que vous mangez moins. Donc cette habitude, en fait, c'est d'être tout le temps en compétition avec les gens autour de soi, d'avoir besoin d'être supérieur à eux, et toutes les règles culturelles qui en résolvent. Aux États-Unis, c'est complètement différent. C'est la conquête de l'Ouest, la conquête de l'Amérique, c'est des territoires gigantesques. Donc en fait, c'est une abondance d'opportunités. Et pour en fait avoir plus, on a plutôt intérêt à s'associer aux autres. Si on va faire un convoi pour aller traverser tout les déserts américains, on va se mettre ensemble, on va avoir plus de chances de survivre. Et ça, c'est un truc fondamental dans la culture américaine, de voir beaucoup d'opportunités qui arrivent dans le futur. Et la tech, c'est ça en fait. La tech, on parle beaucoup de disruption, c'est ça, c'est toutes ces nouvelles
ces nouveaux territoires inexplorés dans lesquels il y a plein d'opportunités. Il faut vraiment se focaliser là-dessus et jamais se focaliser sur aujourd'hui, tiens, j'ai mon équipe, quelle taille est là par rapport au gars d'à côté, la concurrence, tiens, ils ont fait cette feature, je vais essayer de faire la même, etc. Il faut vraiment penser là où on veut aller et voir vraiment tout ce qui n'existe pas encore. C'est un peu comme quand on a sa caravelle et qu'on va conquérir l'Amérique. Il ne faut pas aller faire ces batailles avec les caravelles d'à côté, il faut aller le plus vite possible pour aller découvrir le nouveau Eldorado avant les autres. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire au niveau c'est avec la concurrence. Notamment, la concurrence, Box était dans une concurrence extraordinaire, en concurrence contre Dropbox, Microsoft, Google, Salesforce. Il n'y a quand même pas beaucoup de boîtes qui se tapent ce genre de concurrence habituelle, mais en fait, on le prenait très bien, et il n'y avait aucun problème. On essayait d'être ce qu'on appelle en co-compétition, c'est-à-dire qu'on était à la fois en train de collaborer et d'être en compétition. Donc, par exemple, il y avait un département de Microsoft qui essayait de nous tuer, et pendant ce temps, on essayait de faire un partenariat avec un autre pour qu'il nous vende. Et en fait, il faut voir ça, il faut voir absolument toujours les opportunités qu'il y a, et jamais en fait, se focaliser de manière antagoniste contre quelqu'un. Et à l'intérieur de et notamment une petite parenthèse, par exemple quand Dropbox a un problème de sécurité, dans la presse, on n'allait jamais dire « Ah, regardez, Dropbox, ils sont nuls, ils sont pas sécures, mais chez nous, on est plus sécure ». Déjà, c'est débile parce que tous les hackers russes vont se faire une joie de vous montrer que vous avez tort. Et deuxièmement, ça décrédibilise le cloud en général. Donc peut-être que Dropbox est un petit compétiteur dans le cloud, mais avant tout, notre boulot, c'était de faire passer les entreprises de leurs serveurs dans leurs locaux au cloud. Donc voilà, il faut vraiment toujours valoriser un peu le futur, etc. Et après, au niveau personnel, donc moi j'étais top ingénieur chez Box. À un moment, on a embauché Nicolas Zakas, qui est l'expert mondial du JavaScript, donc la technologie fondamentale du web. Quand il est arrivé, j'ai pu me sentir menacé, et puis merde, ça va plus être moi la star, ça va être relou et tout. Et en fait, pas du tout. Quand on pense à la scale, on pense génial, il y a quelqu'un de plus intelligent, de plus expérimenté que moi. Je vais accueillir, je vais bosser avec cette personne, je vais m'inspirer de tout ce que cette personne sait pour vraiment grandir et grandir. Et ce qui est important, c'est pas moi aujourd'hui, c'est moi demain. Et à quelle vitesse je vais pouvoir avancer. Donc ça, c'est une culture vraiment fondamentale qu'il faut avoir quand on pense start-up. Et quand on voit des personnes qui n'ont pas cette mentalité, et en s'associant dans plein de petits détails, il faut leur passer leur temps à leur expliquer ça et leur faire voir vraiment la big picture en fait. Voilà. Second. Voilà. Alors ça, c'est un manager typique. Voilà. Un manager qui a 7 personnes dans son équipe en dessous. C'est un peu la façon dont on bosse dans les boîtes. Voilà, on a une hiérarchie comme ça. C'est la pire practice pour faire du scale. Un manager, en fait, qui est au-dessus de son équipe et qui fait en même temps un boulot de project manager, donc de chef de projet, c'est-à-dire quelqu'un qui va décider, ok, voilà le problème qu'on va résoudre, alors on va faire ça pour résoudre le problème, je vais découper les tâches en petits morceaux, hop, je les distribue, après je vérifie l'avancée des tâches chez chacun, et à la fin je recolle le truc à la fin. Ça c'est tout typique qu'on voit généralement dans toutes les boîtes. Ça ne marche absolument pas avec la tech. Pourquoi? Parce que la tech est extrêmement compliquée. On dit le diable est dans les détails. Quand on veut choisir quelle nouvelle feature faire, ou comment changer le code, quelle technologie utiliser, il faut avoir vraiment les mains dans le cambouis pour comprendre exactement quel est le meilleur choix, parce qu'il n'y a jamais de meilleur choix. Parfois une technologie est meilleure pour un cas, parfois elle est meilleure pour une autre. Et en plus, ces technologies avancent hyper vite. Par exemple, Node.js, personne n'en parlait il y a 2 ans, bon, maintenant c'est la folie, maintenant tout le monde veut faire du Go. Voilà, donc moi, si je suis manager de mon équipe, mais en fait, toutes les technologies qui sont importantes aujourd'hui, je ne les maîtrise plus. Donc je ne peux pas faire de micromanagement. Donc en fait, l'idée à avoir, c'est l'inverse. Le manager en fait, est en dessous de l'équipe, et la façon en fait j'aime penser à l'équipe et à mes ingénieurs, je ne les vois pas comme les ingénieurs qui vont faire le boulot autour de moi, je les vois plutôt comme des astronautes. Et moi, en tant que manager, je dois m'assurer qu'ils ont les ressources, ils ont la vision pour la mission, et c'est eux qui vont prendre les décisions. C'est eux qui sont en manette, qui vont prendre toutes les décisions difficiles. Et donc, en fait, le but, c'est ce qu'on appelle, le terme anglais, c'est empower. Il y a toujours pas de bonne traduction en français. Et ça, c'est critique à faire. Et pourquoi c'est critique? Parce que c'est pour la scale. Si le manager de tout micromanager, on ne pourra jamais prendre des décisions rapidement. Alors qu'une fois qu'on fait ça, le manager, après, pourra faire d'autres choses plus tard. Donc la façon avec laquelle penser un boulot de manager, un manager en fait c'est pas un preneur de décision, c'est un ingénieur d'organisation. Quand vous avez une organisation, pensez ça, c'est une machine avec des systèmes. Voilà, il y a des rouages, etc. Et le but d'un manager c'est de voir, ah tiens là j'ai rajouté de l'huile dans ce rouage, là j'ai rajouté une courroie de transmission, il n'y a pas cette communication. Et le but c'est de faire marcher l'équipe très bien. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire faire hire and fire, donc embaucher et virer les gens. Pour qu'il y ait les bonnes ressources, les bonnes compétences dans l'équipe.
Ça veut dire faire monter les gens en compétences, les mentorer, à la fois sur le côté technique, quoique pour le côté technique, il vaut mieux laisser les ingénieurs se mentorer entre eux, mais surtout pour les aspects humains, arriver à les rendre meilleurs en communication, en feedback, en leadership, tous les trucs comme ça. Et c'est donner le contexte. En fait, il y a énormément de boulot à arriver à traduire les buts stratégiques de la boîte pour l'équipe. Elle dit, ok, le but de la boîte c'est de faire ça, ben nous en fait on va faire cette partie, voilà notre objectif, notre stratégie à nous, qui est alignée avec la vision de la boîte. Et après, on laisse les ingénieurs décider comment arriver à cet objectif. Donc en fait, on essaie juste de faire un cadre très clair. Et dans ce cadre, dans son gros, ce bac à sable, en fait, en gros, après on laisse les ingénieurs complètement faire ce qu'ils veulent dedans, choisir le produit, la techno, regarder les métriques, etc. Donc voilà la bonne façon d'être un manager. En fait, un manager qui a très bien fait son boulot, il n'a plus rien à faire. L'équipe tourne, plus qu'une décision à prendre, et après ce qu'on peut faire, on peut scaler, ça on peut aller, par exemple aller faire ça dans l'équipe d'à côté, ou faire ça au-dessus, avoir un impact sur le département en entier, pour vraiment arriver à créer une organisation qui marche hyper bien. Aussi, le façon de penser quand on est CEO, on n'est pas là pour créer un produit, on est là pour créer une organisation qui va créer un produit. C'est important de voir cette différence. Voilà. Ensuite, un peu un truc corrélé au point d'avant, un leader en fait doit absolument pas être une star qui sauve tout le monde. Un leader doit être quelqu'un qui se rend inutile le plus vite possible. Alors quand je parle d'un leader, je ne parle pas juste d'un manager qui va devenir VP, etc. Je parle aussi d'un ingénieur qui va devenir senior, expert, etc. Dans la Silicon Valley, en fait, on a deux tracks pour sa carrière. On peut rester ingénieur. Donc moi j'étais au top ingénieur, donc principal engineer, donc j'étais censé avoir un impact sur la boîte entière avec le boulot que je faisais en tant qu'ingénieur, ou la filière management, ou manager, directeur, VP, etc. Voilà. Donc en fait, tout le monde est un leader, tout le monde doit monter dans sa carrière en compétences, etc. Et pour faire ça, ce qu'il faut, c'est arriver à ne plus rester coincé avec le projet initial qu'on faisait. Donc en fait, il faut déléguer, il faut mentorer les autres personnes pour qu'elles sachent faire ce boulot. Il faut automatiser, systématiser beaucoup de boulot qu'on fait. Par exemple, quand on est ingénieur, il y a plein de trucs qu'on doit faire pour améliorer le système du code, donc ce qu'on appelle continuous integration, les tests automatiques, plein de trucs comme ça qui font que le truc tourne tout seul et quelqu'un de nouveau qui arrive peut gérer sans problème. Il y a un mythe il y a un terme que j'aime pas du tout, c'est rockstar. Une rockstar, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui se met en avant, qui prend la lumière sur elle, qui écrit ses chansons à 5h du matin sous drogue, etc. C'est pas du tout ce qu'on veut pour un développeur. Un très bon développeur, c'est quelqu'un qui fait les choses bien, scalable, qui écrit du code simple, pas du code compliqué, qui documente bien le code pour que n'importe qui puisse venir et continuer le boulot. Et quand à 2h du matin le site pète, n'importe qui peut venir, voir ce qui se passe et réparer le problème. Alors que ce qu'on appelle le cowboy développeur, le rockstar développeur, mon cowboy développeur, c'est quelqu'un qui va faire des trucs très compliqués, hyper vite. Donc il va faire en une journée ce que les gens mettent un mois à faire. Et actuellement, on adore ces personnes au début. Et après, au niveau scale, ça explose parce que, voilà, quand je vois quand le site pète, il n'y a que cette personne qui peut résoudre ce problème. Donc ça, il ne faut jamais accepter ça. Il faut toujours faire en scalable, il faut déléguer, mentorer, écrire. Un wiki très bien fait où toutes les étapes sont expliquées, ça s'appelle les runbooks pour manager ses technical operations, c'est très important. Donc voilà. Et donc en fait, quand on est libre, après, qu'on n'a plus rien à faire, on peut aller attaquer des challenges supplémentaires. Et c'est ça en fait, ça marche quand on a une mentalité d'abondance. On se dit, voilà, aujourd'hui on s'en fout, ce qu'il y a aujourd'hui, c'est quel est le prochain projet que je peux prendre. Ensuite, donc les best practices. Alors les best practices, c'est un peu les petites idées un peu tactiques qui découlent de cette vision générale. Ce qui est important, les best practices, il ne faut jamais les prendre à la lettre, il faut juste comprendre un peu l'intention qu'elles avaient, quel problème elles résolvent. Et quand on fait quand on a une startup, on aura différents problèmes qui arrivent à différents moments. Il faut juste commencer à mettre en place des best practices au moment où on a vraiment ce problème. Donc voilà, c'est extrêmement pragmatique. Voilà, là je vais vous parler de 6 best practices qui pour moi sont vraiment fondamentales. Ok, c'est bon. Alors, donc ça elle est un peu paradoxale. Mais en fait, pour aller très vite, il faut faire qu'une seule chose à la fois, il ne faut pas paralléliser. Un truc typique, quand on a une startup, généralement on a 3 développeurs. Mais qu'est-ce qu'on fait? On en a un qui va faire le site web, une qui va faire l'application iOS et un qui va faire l'application Android. Typique, voilà. Ça, pour moi, c'est absolument pas une best practice.
Ce qu'il faut faire, il faut mettre plusieurs personnes sur le même projet. Donc je mettrai 3 personnes à faire le site web. Quand elles ont fini, après on va faire le truc iOS. Quand on a fini, après on va faire le truc Android. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Alors déjà, au niveau de la timeline, si on fait 3 projets en parallèle qui prennent en même temps, il faut attendre la fin pour que tout soit fini. Si on bourrine en mettant toutes les personnes sur un projet, ce projet sera fini au tiers du temps. Donc là, on a déjà délivré, on a avancé, donc c'est beaucoup plus agile dans la méthodologie. Ensuite, quand on écrit du code, il y a un truc qui est très important, on appelle ça du code review. Donc un ingénieur a fini d'écrire son code, le code va être dans une antichambre avant d'être mis live en production pour l'évaluation du site. Et un autre ingénieur va aller regarder le code et dire « Ah oui, là c'est bon, tu as utilisé la bonne fonctionnalité, non, ça on fait plus ça comme ça, là tu as une faute, etc. Là tu as oublié un commentaire. » Un processus extrêmement important. Si on a une personne qui fait le développement iOS et une personne qui fait l'Android, il ne faut jamais se faire des code reviews ensemble, parce qu'ils n'ont aucun contexte, ils ne connaissent même pas la techno, etc. Et donc en fait, on arrive à avoir du code tout pourri, où tout le monde a écrit le code de manière différente, alors que quand on veut scaler, il faut que tout le monde écrit le code de la même manière, pour pouvoir tourner, pour pouvoir avoir d'autres personnes qui viennent, etc. Aussi, quand on est 2 personnes, on est beaucoup moins, quand on est bloqué, on est beaucoup plus créatif pour arriver à trouver la solution. Et aussi, on a beaucoup moins de risques de commencer à partir à faire ce qu'on appelle du over-engineering, qu'on commence à créer une usine à gaz, alors qu'en fait, avec 2-3 petits hacks bien pensés, le truc, on aurait pu délivrer la valeur au business beaucoup plus vite. Donc il faut arriver à faire ça. Aussi, ce qui est très important au niveau du scaling, on a toujours peur du SPOF. Donc le SPOF, c'est Single Point of Failure. C'est en gros quand, dans un système, s'il y a un truc qui craque, ça fait péter tout le système. Donc si on a un seul ingénieur sur l'application iPhone, si cette personne part pour des bonnes ou mauvaises raisons, après, toute la connaissance du code est partie. Donc on ne sait plus du tout reprendre le projet, ça demande énormément d'énergie d'arriver à refaire le truc, à savoir dans le code quelle partie était bonne, quelle partie on était pas vraiment content, on voulait la refaire, des connaissances hyper importantes. Par contre, quand on est 2, voilà, après il y a une autre personne qui connaît ce code, et la prochaine personne qu'on embauche, hop, on va la faire rejoindre cette équipe. Ouais, aussi, donc, bad practice typique, quand on embauche une nouvelle personne, un nouveau stagiaire, un truc comme ça, qu'est-ce qu'on fait généralement? On les fait commencer un nouveau projet en parallèle. Jamais. Il faut les mettre d'abord sur les projets, les faire finir les projets, et ensuite on va à la suite. Un moyen très simple de se souvenir de cette best practice, c'est qu'il faut se focaliser sur finir les projets et pas sur commencer les projets. Et ça, c'est un problème en fait qu'ont beaucoup souvent de product managers ou leaders. Ils ont tous les projets qui ont commencé d'en parler, ils disent ah c'est bon, tout mon petit monde va. Et en fait, on s'en fout. Quoi. Le truc qui est important, c'est vraiment quand le projet est fini. Voilà. Très bien. Alors la suivante. Alors, il y a une invention extraordinaire, c'est l'écriture. Et ça, je ne peux jamais le dire assez. On a l'impression que dans une start-up, il faut aller très vite, on n'a pas le temps en fait, d'écrire des gros documents, de faire des grosses reviews, etc. En fait, pour qu'on veut scaler, il faut passer plein de temps à écrire des choses, à les mettre sur papier. Pour plein de raisons différentes. Déjà, quand on commence à grossir, on va être distribué. On va avoir son équipe à Lyon, son équipe à Paris, à San Francisco, etc. Donc si toute la connaissance, toutes les décisions se prennent en meeting et on n'a pas les minutes du meeting, on n'a pas les explications des décisions, on va avoir beaucoup de connaissances hyper grandes qui vont être perdues. Ensuite, le truc dont j'ai parlé tout à l'heure, ce qui est important, c'est que ce soit vraiment les ingénieurs qui soient les preneurs de décision, donc ils ont besoin de toute l'information. Dans l'entreprise typique, historique, c'était les managers qui prenaient les décisions. Donc en fait, les managers avaient un peu le monopole de l'information, et les autres en dessous n'avaient pas trop besoin de savoir ce qui se passait parce qu'on leur donnait directement la petite partie qu'ils devaient exécuter sur la fiche. Donc là, on a besoin que tout soit écrit tout le temps. Donc par exemple, quels sont les buts de la boîte, les objectifs du quarter, pour que chaque équipe sache exactement quels problèmes elles sont censées résoudre, quelles métriques on doit changer. Il y a une grosse mode en ce moment, un produit dans tout le monde qui s'appelle Slack. Donc il y a une sorte de chat room où tout le monde peut parler, savoir vraiment ce qui se passe. Et la valeur fondamentale de Slack par rapport à l'email, c'est que n'importe qui rejoint l'équipe peut savoir exactement tout ce qui s'est passé, toutes les discussions, et savoir pourquoi est-ce qu'on a pris une décision. Et quand on fait une startup, en fait, il faut prendre des décisions rapidement. Mais prendre des décisions rapidement, ça ne veut pas dire de faire n'importe comment. Ça veut dire savoir exactement quel était le but, quels étaient les différents le critère de succès, quelle option on avait. Pourquoi est-ce qu'on a pris cette décision, quelles hypothèses on avait, quelles sont les nouvelles informations qui nous feraient changer de notre point de vue si jamais elles n'étaient pas vérifiées, etc. Voilà. Donc ça paraît débile, hein, mais il n'y a personne qui le fait, et il y a beaucoup de frictions qui se créent après dans la startup à cause de ça. Et dans les équipes techniques, notamment, il y a une practice
hyper importante, mais qui, je vois pas 1% des startups peuvent faire. C'est une best practice qu'on a chopé de Google. C'est quand on a chopé le VP of Engineering de Google qui est venu chez nous. C'est de faire des design docs. Donc un design doc, c'est un document de 3-4 pages qu'on met en ligne, sur un Google Doc, qu'on fait avant chaque nouveau projet technique compliqué. Par exemple, on a besoin de faire un nouveau système pour envoyer des push notifications pour avoir sur le téléphone des notifications qui arrivent. Et voilà. Donc c'est un peu une technique compliquée. Quelle technologie on va choisir? Est-ce qu'on va aller l'écrire en Python? Est-ce qu'on va l'écrire en Go? En Node.js? Est-ce qu'on va utiliser un SaaS, un autre service third party pour faire ça? Et en fait, il y a beaucoup de startups qui ne réfléchissent pas à ça, ils commencent à se mettre directement le nez à coder, et après au milieu du truc, ils disent ah ouais, non, en fait j'aurais peut-être dû faire l'inverse, ou je sais pas, et on se rend compte finalement que les objectifs n'étaient pas clairs. Alors là, quand on fait ce design doc, on dit clairement, voilà les objectifs, on doit écrire ce système pour notification. Les contraintes, c'est ok de perdre certains messages, pas d'autres, les messages doivent être par exemple délivrés en moins de 5 minutes, etc. On dit exactement quel est le truc qu'il faut. Et après on laisse les ingénieurs dire, bah, tiens, option A, on prend cette technologie, option B, option C. Et après on a décidé de prendre cette techno pour cette raison. Et donc c'est un document officiel que tout le monde peut voir. Et donc c'est pas juste les architectes seniors qui font ces décisions. Tout le monde en fait regarde le document et après approuve, dit ouais c'est bon, je suis d'accord avec ça. Et le truc qui est génial avec ça, c'est qu'en fait, une fois qu'on l'a fait, après on peut aller très très vite dans l'exécution, tac 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 tac, on n'a pas besoin chaque jour de se demander ah merde, est-ce qu'on aurait dû faire le truc inverse. Et aussi c'est hyper bien pour faire monter les gens en compétences parce qu'un développeur junior qui arrive, il peut lire le document et comprendre ah ouais d'accord, quand on a un problème de cette complexité à gérer, voici le raisonnement qu'il faut avoir, la méthodologie, les questions qu'il faut se poser. Et après ce qu'on peut faire plus tard, c'est qu'on peut dire bah tiens le prochain gros projet technique qui a besoin d'un design doc, on va demander à cette nouvelle personne, le junior, de leader le truc. Et quand on lit le design doc, ben, on va demander là, au côté un peu business, voilà, quels sont nos objectifs. Après, on va demander à tous les autres développeurs, tiens, quels sont tes inputs là-dessus. En fait, on n'a pas besoin de prendre la décision soi-même, on est un peu le collecteur d'idées au milieu. Et après, ça permet en fait, aux juniors de monter très vite en compétences techniques et même exécutives. Ce sont vraiment des questions très high level. Voilà. Donc ça, c'est un truc vraiment, vraiment super important à faire. Ensuite, les équipes, en fait, sont hyper inefficaces. Tout le monde pense qu'on bosse à 100%, généralement on est à peu près à 10% de productivité. Et ça, c'est un truc qu'il faut accepter. Et une fois qu'on accepte ça, on dit ok, il faut absolument qu'on fasse tout le boulot possible pour arriver à améliorer les fonctionnements. Donc c'est quoi? C'est améliorer la communication dans l'équipe, améliorer les outils, la culture, tous ces trucs. Et on laisse l'équipe, en fait, gérer ça. Et le truc un peu difficile avec ça, c'est que c'est important, mais pas urgent, de faire du méta-travail sur comment l'équipe fonctionne. Et les problèmes en fait importants mais pas urgents, c'est des problèmes vraiment importants pour la scale. Il faut toujours mettre officiellement un moment dans le calendrier pour les adresser, sinon on ne le fait jamais. Alors qui est confortable avec Scrum, Agile ici pour partie, okay. Donc Scrum donc c'est une méthodologie de travail où on dit ben, on va faire des incréments, on va bosser pendant 2 semaines, on va appeler ça un sprint. Pour chaque sprint, on va donner les objectifs du sprint, on va découper toutes les petites tâches, on va se les répartir. Chaque jour, on fait le truc très connu qui s'appelle le daily stand-up, où vous avez vu les gens qui font des post-it sur un mur pour dire là, cette tâche, elle est en progrès, elle est finie, etc. Et à la fin du sprint, on regarde où est-ce qu'on en est, on se rappelle une démo, et après on réfléchit, ok, on est arrivé là, maintenant comment est-ce qu'on réaiguille le sprint d'après. Et il y a un de ces meetings qui s'appelle la rétrospective. Dans le rétrospective, sur un meeting d'une demi-heure, on va dire tout ce qui s'est bien passé et mal passé dans le sprint d'avant. Et pour moi, ça, c'est le meeting le plus important de loin. Vous pouvez oublier tous les autres meetings. En fait, c'est le meeting qui dit on va avoir une feedback loop qui permet de s'améliorer. Et donc, à partir de cette feedback loop, on va décider après de rajouter des process ou pas, de rajouter des meetings ou pas. Par exemple, très souvent, vous allez avoir un meeting où en fait, les gens n'apportent rien et ne retirent rien de ce meeting. Ben voilà, ben on l'arrête. Il y a des problèmes de communication, des problèmes, plein de choses qui peuvent arriver, et on donne à l'équipe en fait la responsabilité de résoudre ces problèmes. Et alors la façon dont on le fait typiquement, une best practice que j'aime bien, c'est tous les ingénieurs, on ouvre un Google Doc, et ils écrivent tout ce qui s'est bien passé et mal passé. Et c'est quoi? C'est écrit de manière anonyme. On dit voilà, par exemple, c'est génial, on a le nouveau stagiaire est monté en compétence super rapidement, c'est super cool, ou tiens, le serveur de test était très lent cette semaine, à chaque fois je lui attends 2 minutes de plus, c'était relou. Et on fait ça comme ça. Et on le fait de manière écrite et anonyme pour qu'on puisse à la fois parler des gros problèmes difficiles, parce que c'est difficile de lever la main en meeting devant le boss pour dire
En fait, on a un problème avec le boss, ça c'est un peu dur. Et aussi les petits problèmes. Ouais, le serveur est un peu lent, on n'a pas envie de dire ça, ça fait un peu de genre je me plains pour rien, etc. Alors qu'en fait, quand on va mettre ça sur le document, les autres vont venir et vont dire ah bah tiens, en fait, ce problème, je l'ai aussi plus simple. Et on va voir en fait que ce petit problème d'attendre 2 minutes pour le serveur de test, tout le monde l'a eu. Et ben, on va dire ok, on va le résoudre. Donc après, on délibère rapidement quels sont les problèmes, quelles sont les root causes du problème, et on va dire tiens, le sprint d'après, on va résoudre ça. Donc tout à l'heure, j'ai dit best practice, on ne fait jamais 2 choses en même temps. À l'exception de ça, c'est toujours ok de prendre un petit moment, d'être un ingénieur pour un sprint, pour aller améliorer les outils, pour aller améliorer les process. C'est le truc critique. Et on fait ça, et c'est une tâche comme les autres, priorisée comme les autres, qu'on fait dans le sprint d'après. Et ce que ça fait, c'est que quand on s'améliore chaque sprint d'une semaine de 2%, au bout d'un an, on est 3 fois plus productif. C'est exponentiel et c'est extrêmement important. Et à Box, les équipes qui ont fait ça, elles déchiraient tout, quoi. Elles se devenaient vraiment les rockstars et tout le monde était hyper impressionné dans ces équipes quand on a la discipline de toujours s'améliorer, toujours. Voilà. Donc ça c'est pour le feedback collectif et on laisse l'équipe gérer ça ensemble et même le manager en fait souvent a pas grand chose à faire là-dessus. Après parfois il y a des problèmes que l'équipe ne peut pas résoudre parce qu'ils n'ont pas assez de pouvoir. Donc dans ce cas on demande au manager de venir aider, tiens pour résoudre ce problème avec cette autre équipe ou des trucs comme ça. Voilà, suivant. Ah, c'est bon, j'ai plein de temps encore, c'est génial. Voilà, ok. Alors ça, c'est le truc aussi le plus important, les one-on-one. Alors one-on-one, c'est dire tête-à-tête. J'aime pas dire tête-à-tête parce que mais one-on-one, je ne le fais jamais en tête-à-tête. C'est un meeting qu'on fait généralement entre le manager et un ingénieur toutes les semaines, toutes les 2 semaines. C'est une demi-heure et on ne parle jamais de l'avancement des projets. Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas ce qu'on appelle un status update. Parce que le status update, on s'est dit voilà, t'en es sur cette tâche, voilà, etc. Ça, normalement, c'est déjà tout écrit. C'est tout dans votre Trello, dans votre task management, dans vos boards. Normalement, le manager est censé savoir exactement ce qui se passe sans avoir besoin de vous poser la question. Sinon, vous avez un problème d'outil. Et ce qu'on demande pendant le one-on-one, c'est salut, comment ça va? Comment tu te sens? Comment est-ce que tu penses que l'équipe marche en ce moment? Est-ce qu'il y a quelque chose que je devrais faire pour aider l'équipe? Est-ce qu'il y a quelque chose que je devrais arrêter de faire? Tu te vois où dans 6 mois? C'est quoi le prochain projet qui t'intéresse? Est-ce qu'il y a des skills que tu aimerais développer? Et en fait, on pose vraiment des questions méta, des questions beaucoup plus long terme, beaucoup plus personnelles, dans le développement personnel, etc. Et on s'intéresse vraiment à la personne en tant que personne. Et après, ça prend un peu de temps d'arriver à créer cette confiance, parce que généralement, on n'ose pas s'ouvrir complètement à son manager, mais quand on crée une culture complète comme ça, où le feedback, la communication est vraiment encouragée, et ben ça se fait, et après il y a vraiment énormément d'informations critiques qui est échangée pendant ces meetings. Parce que généralement les problèmes humains, en fait, on n'en entend pas parler, parce que tout le monde un peu ferme sa gueule, jusqu'au moment où ça explose parce qu'il y a vraiment trop de pression, on avait vraiment en magasin beaucoup trop de frustration. Et donc ça, le but de faire ça, one-on-one, c'est d'arriver à savoir vraiment quels sont les vrais problèmes de l'équipe, parce qu'il y a toujours des problèmes, c'est juste qu'on ne s'en rend pas compte. En gros, c'est aller voir la face cachée de l'iceberg. Donc ça prend tout le monde vachement de temps, parce qu'un manager qui a 10 personnes, il passe en gros pratiquement une journée à faire ça. De temps en temps aussi, c'est bien que la personne au-dessus, dans le VP of Engineering, aille aussi faire des one-on-one avec les ingénieurs séparément. Ou même le CEO aller faire ça tant qu'on est plus petit, on appelle ça des skip level, pour aller vraiment savoir qu'est-ce qui se passe vraiment chez les personnes. Et ça, c'est un moment vraiment critique où on arrive à résoudre des problèmes. Le type de problème qu'on a souvent, c'est par exemple l'ingénieur dit « Ouais, j'ai vraiment du problème avec le product manager. Quoi. À chaque fois, elle nous envoie des production requirements et après elle change juste le lendemain, c'est le bordel et tout, beaucoup de frustration. » Et quand il y a ça, sûrement il y a une grosse frustration de l'autre côté du product manager qui aussi pense « Ah, les ingénieurs, ils font ce pas ça, c'est bien. » Le problème typique que vous avez déjà vu qu'un soir. Et là, qu'est-ce qu'on fait en tant que manager? On écoute, on fait beaucoup d'écoute active, non-violent communication, je ne sais pas si ça vous parle, c'est un peu les trucs de hippie, mais hyper important. On écoute, on fait que la personne se sente écoutée, et on en vient vraiment au fait. Ah oui, d'accord, ok, il s'est passé ça, après en gros, c'est ça les conséquences qu'il y a eu, ou comment ça t'a fait sentir. Très bien, ok, là maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour résoudre ce problème? Donc c'est un moment où on empower l'équipe, on leur fait penser. En fait, déjà, tu avais un problème. Première étape, ok, tu l'exprimes, ça c'est vachement bien, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'expriment pas les problèmes. Et deuxième étape, on va le résoudre. Mais même troisième étape, c'est toi qui vas le résoudre. Et donc, ouais, on crée cette culture où les gens, en fait, attendent pas que le truc explose et ils réparent les problèmes toujours tout de suite.
Il y a un bouquin de management qui est super bien pour ça, qui s'appelle It's Your Ship. Donc c'est ton bateau. C'est un amiral dans la marine américaine qui a récupéré en gros un équipage de bras cassés. C'était le pire bateau de la Navy et il en a fait le meilleur bateau de la Navy. Et comment? En faisant en changeant complètement le modèle de management, où du genre on faisait l'ordre que nous donnait notre boss. Et le seul truc qu'il disait, en fait, le truc le plus important, c'est votre bateau. Vous faites tout ce qu'il faut pour que le bateau aille bien. Si vous voyez un petit truc qui ne marche pas là, c'est votre responsabilité d'aller être sûr que c'est résolu. Alors peut-être que vous n'avez pas les compétences pour le résoudre, mais au moins, c'est votre boulot d'être sûr que tout le monde dans la chaîne de commandement soit au courant de ce problème et qu'il y ait des actions qui soient mises en route pour résoudre ce truc. Et si c'est bloqué à un moment, bah, vous venez me voir, vous venez jusqu'au CEO. Et il est inacceptable qu'il y ait un problème sur ce bateau qui ne soit pas résolu. Et donc c'est cet état d'esprit qu'il faut faire transmettre aux équipes. On doit comprendre, c'est ta start-up. C'est ton truc, tu crées la culture que tu veux. S'il y a un truc avec lequel tu n'es pas content, bah, va le changer. Et, bonne nouvelle, tu peux. Alors souvent, c'est un peu difficile. Parce qu'en fait, il y a un manque de compétences humaines. Pour faire ça, c'est très difficile, par exemple, d'aller donner du feedback à quelqu'un. Donc voilà, donc je reprends l'exemple du product manager. Voilà, je m'entends mal avec la product manager, les relous. Ok, maintenant est-ce qu'on peut résoudre ce problème? L'ingénieur va dire ouais, bon, je devrais peut-être aller lui parler. Ouais, ça c'est sûr, ça va commencer comme ça. Et après, si ça ne marche pas, ben après peut-être moi je vais intervenir pour aider, on va faire le facilitateur. Et après l'ingénieur dit ouais, mais. Et puis après, je demande bah, est-ce que tu te sens capable de le faire? Moi, je dis ouais, non, je ne sais pas trop donner du feedback. Je dis pas de problème. Tiens, je vais t'inscrire pour le cours de communication, de comment donner du feedback la semaine prochaine. Ou je vais te dire moi mes tips pour le faire. Et même tiens, on va s'entraîner tous les deux. Je vais prétendre être cette personne et tu vas donner le feedback et on va voir, je vais te donner des conseils. Donc c'est un moment critique en fait où on peut faire du mentoring. Et les mentoring hyper important. Parce que quand on commence à faire une startup qui grossit, il faut monter les skills interpersonnels énormément des ingénieurs. Pourquoi? Parce qu'en fait, on commence à avoir une équipe, puis 2 équipes, puis 10 équipes, les problèmes sont beaucoup plus compliqués. Pourquoi ils sont beaucoup plus compliqués? Parce qu'on a beaucoup plus de code, on a écrit du code voilà, très sale, plein de couches les uns sur les autres. Il y a beaucoup de scale, donc en fait il y a beaucoup de data à gérer, on ne peut plus juste faire un petit changement de base de données en 2 secondes comme ça. Et pour résoudre les problèmes, en fait, il faut souvent communiquer avec plein d'équipes. Arriver à comprendre exactement quels sont les objectifs, les requirements. Comment on dit requirements en français? Les prérequis. Ouais, les besoins des équipes. Et donc en fait, il faut devenir un leader qui est capable d'écouter, de synthétiser, etc. Donc ne plus être juste le geek qui est dans son coin, qui connaît hyper bien une techno et qui avance vite. Ça, en gros, on reste bloqué au niveau de senior développeur. On passe au niveau dessus, staff, donc staff ingénieur. En gros, on est capable d'avoir un impact sur des gros projets. Voilà. Et après, au niveau dessus, principal, on est capable d'avoir un impact sur la boîte en entier. Et donc en fait, il faut vraiment faire monter les gens en compétences humaines pour ça. Et c'est un peu ce qui est paradoxal avec l'engineering. On se dit, ok, le code, c'est mathématique, c'est logique, c'est simple. Mais en fait, absolument pas. C'est d'une complexité extraordinaire parce qu'on n'a jamais eu le temps de vraiment savoir quelle est la bonne décision. Donc on a plein de compromis à faire. Et donc on a plein de compromis à faire, ben, ça devient de la politique, au sens noble du terme, où on a besoin de parler à plein d'humains et de comprendre quels sont leurs besoins et arriver à trouver un problème qui satisfait tout le monde. Voilà, donc le one-on-one, hyper important. Et aussi, petit bonus, le one-on-one, il faut le faire même quand on est juste 2 avec son cofondateur. Donc on bosse avec son cofondateur nuit et jour, machin, bam, c'est génial. Et après, une fois par semaine, on se prend une demi-heure. Comment ça va? Est-ce que tu sens qu'on communique bien? Pour faire du méta-boulot. C'est hyper important, surtout au début, en fait, pour s'aligner vachement bien entre cofondateurs. Parce que très vite, en fait, on peut commencer à avoir de la frustration qui diverge. Se rendre compte que finalement, on n'avait pas les mêmes objectifs, les mêmes envies. Donc il faut vraiment bosser ça depuis le début. Voilà. Et donc, donc rétrospective, feedback collectif, one-on-one, feedback individuel. Ah oui, aussi, dernière petite best practice sympa. C'est pas scalable si tout le monde fait des one-on-one tout le temps dans les salles de réunion. Parce que voilà, quand on prend juste une salle de réunion pour 2, c'est chaud. Donc un truc qu'on fait, qui est génial, le one-on-one, on le fait en allant marcher autour du bloc. Alors déjà, donc, ça fait, on prend moins de salles, c'est sain, voilà, parce qu'il y a des journées où je marchais à 5 heures à box, donc c'était quand même pas mal. J'ai même utilisé Fitbit ou des trucs comme ça, là, donc à chaque fois j'explosais les 10 000 pas, là c'était pas mal. Et un autre truc qui est super bien, c'est que quand on marche comme ça, on peut être silencieux pendant 30 secondes. C'est ok. Vous avez déjà essayé d'être silencieux 30 secondes devant quelqu'un, c'est impossible quoi. On meuble et on meuble avec de la connerie. Alors que quand on laisse, quand on casse le silence en marchant, c'est vraiment pour dire un truc important. Et aussi quand on a des discussions un peu touchy, justement avec du feedback un peu négatif qui est difficile, mais en fait le fait de marcher c'est pas bien parce que psychologiquement on associe les émotions à l'endroit dans lequel on est.
et hop, on est le bloc enfin la rue d'à côté, et c'est bon, on a pu laisser passer les émotions derrière. C'est un petit trick un peu de la psychologie. Il reste 5 minutes 10. Très vite. Ok, très bien. Voilà. Donc ça c'est super, donc faire des one-on-one en marchant. Ok, alors après, practice numéro 5. Donc l'embauche, c'est critique. Box, on a doublé en taille les 5 premières années. On était 15, après 30, après 60, etc. Donc en fait, quand on sait ça, le truc le plus important, c'est embaucher et faire donc, des interviews, des entretiens. Parce qu'on sait que dans 2 ans, 75% de box, ça sera des nouvelles personnes. Donc en fait, elles sont plus importantes que nous. Même je peux oublier mon travail, si j'avais embauché des gens meilleurs que moi, ça va être critique. Alors il y a une citation, on dit A's hires A's, B's hires C's. Donc en fait, les top talents veulent embaucher des top talents, et même des gens plus intelligents qu'eux pour pouvoir progresser. Et les B, donc les gens moyens, pas trop mal, on veut embaucher des C, des nuls, pour se sentir bien et avoir leur petite cour un peu autour d'eux, où c'est les plus intelligents. Donc quand on embauche, il faut toujours embaucher des gens plus forts que nous. Et à Box, si on prend les 20 premiers développeurs, ingénieurs, si maintenant ils devaient repasser les entretiens, je pense qu'il n'y en a peut-être qu'un ou deux qui passeraient. La barre a vraiment augmenté au fil des années. Et donc en embauche, on a fait hyper attention à la culture. Donc, beaucoup de gens qui disent ouais, on fait attention à la culture. Box, on est un peu des nazis de la culture, on embauche que des gens vraiment canons, hyper alignés avec la culture. Justement, à cause des brûlures qu'on a eues au début, à vraiment avoir embauché quelques connards. Donc en fait, c'est la no-hassle policy. Alors comment on fait ça? Ça demande vachement de maturation. On a donc un entretien chez Box. En tant qu'ingénieur, c'est 5 entretiens à la suite d'1 heure. Donc on va vous cuisiner sur la connaissance des bases de données, du réseau, du code, de l'architecture, etc. Et après, chaque ingénieur qui fait l'interview, enfin de Box, chaque boxeur qui fait l'interview, va donner après 2 notes. Une note technique, donc en gros passe ou ne passe pas, et une note culturelle, passe ou ne passe pas. Et les deux sont hyper hautes. Et après, le lendemain, tout le monde se réunit, explique comment le truc s'est passé, et après, le hiring manager décide si on embauche ou pas tout de suite. Et pour faire ça, il y a plusieurs choses. Donc déjà, il faut vraiment avoir une grande maturité pour savoir faire des interviews. Et faire une interview, c'est hyper dur. Interviewer, c'est le truc le plus difficile. Et à chaque fois qu'on pense avoir compris ça, on se rend compte, putain, non, en fait, je comprends toujours rien en relation humaine, c'est tellement plus dur. Arriver à juger comment une personne va pouvoir s'épanouir dans son environnement en 30 minutes, 1 heure, c'est hyper difficile. Et le deuxième truc le plus dur, c'est faire du testing correctement pour les ingénieurs. On ne prend pas du tout ça. Voilà. Alors, ce qu'on fait, un ingénieur qui rejoint Box va faire passer les entretiens tout de suite. Mais au début, d'abord, il va être en shadow, je ne sais pas comment on dit, en observation, et voir comment un autre boxeur fait passer l'interview 2-3 fois. Après, quand l'ingénieur se sent bien, hop, elle va flipper et puis dire maintenant c'est moi qui vais faire l'entretien. Et le senior va vérifier qu'elle le fait bien, hop, et après certifier, tac, c'est bon, tu sais comment faire passer cette question de manière très méthodique. Et on dit à chaque fois exactement les mêmes questions avec exactement les mêmes indices pour pouvoir vraiment juger, comparer les personnes de manière fair, équitable et juste. Voilà, donc ça montre beaucoup de trucs comme ça. Et après, au niveau de la culture, on remarque plein de petits détails et on est devenu en fait vachement sophistiqué là-dessus. Donc, généralement, on fait passer une petite colle au tableau. Voilà, design-moi l'algorithme pour gérer comment les ascenseurs montent dans une tour, dépendant de qui appuie. Un petit truc un peu d'algorithme assez sympa. Et, voilà, et puis, donc, la personne commence à faire les trucs, à écrire. Puis après, tu dis ah, tiens, c'est intéressant ce que tu as pensé à ça. Elle a 2 cas. Soit le candidat va dire ah tiens, il y a quelqu'un qui me parle là, il y a quelqu'un qui veut, un être humain s'intéresse à moi, veut me donner une information, peut-être que je vais écouter, je vais aller creuser là-dedans pour voir si ça peut m'aider à résoudre le problème. Donc ça c'est génial, c'est des personnes qu'on veut. Ou le cas plus typique, ça dit ah non, attends, c'est bon, j'ai bientôt fini, je vais trouver. Quelqu'un en fait qui a un ego qui est attaché avec ce qu'elle a déjà fait et qui n'est pas prête à écouter. Et ça, on veut absolument pas parce qu'on veut de la communication. Et pourquoi on veut de la communication? Parce que tu vas très vite dans la tech. Et il faut que chaque changement de l'univers compétitif, de stratégie et tout ça aille très vite pour qu'on puisse à chaque fois avoir toutes les informations qu'il faut pour prendre les bonnes décisions. Si les gens commencent à ne pas écouter les informations autour, on est foutu. Voilà. Donc c'est ça qu'on peut traiter sur le recrutement.
Bon, je vais plein d'autres trucs sur recruter des personnes seniors, ça c'est beaucoup plus difficile, il faut créer une relation de confiance dans le long terme, il faut genre peut-être 1 an pour recruter quelqu'un de très bon, il faut faire plusieurs dîners avant, etc. C'est un peu compliqué. Voilà, et donc ça, on a passé beaucoup de temps à très bien le faire. Et aussi, il faut tout de suite, le lendemain, on décide si on prend la personne ou non. Et pour faire ça, il faut avoir un process bien fait où tout le monde est capable de dire oui ou non à la personne. Et aussi, il faut qu'on sache exactement de quelles compétences on a besoin et qu'on puisse prendre la décision tout de suite. Pourquoi? Parce que dans la Silicon Valley, si vous ne donnez pas une offre tout de suite, le soir, la personne a une offre de LinkedIn, de Facebook, etc. Donc vraiment, il faut être très rapide là-dessus. Voilà. Ah, je suis en retard. Ok, c'est bon, c'est la dernière. Voilà. Et donc après, on a embauché des personnes. Et en fait, on ne prend aucun risque sur la culture. On prend que des personnes, on pense vraiment qu'elles vont être très bonnes. Et si on a un PhD expert, machin, qui code depuis 2 ans d'âge, qui est des champions du monde d'informatique et tout, mais qui est un connard, on ne prend pas. C'est dur, ça demande vachement de discipline, surtout qu'on veut monter, grandir et qu'on n'a pas encore cette personne dans l'équipe. Et après, une fois qu'on a embauché des personnes, ça c'est un process qu'il faut qu'on ait une 50aine de personnes, il faut commencer à avoir un truc très clair pour pouvoir aider les personnes à continuer à grandir en compétences. Et à créer un système donc de performance review. Mais j'avoue que les performance review, c'est un truc qui ne pas trop, quoi. C'est des trucs qu'on fait 1 an, tous les ans ça sert à rien, on met du bullshit, etc. Là, pas du tout, on faisait très bien, c'était tous les 3 mois. Et on évaluait les employés sur qu'est-ce qu'ils ont délivré pendant ces 3 mois. Et pour ça, en fait, il faut vachement de maturité, il faut savoir, tiens, cette personne est senior développeur. Senior développeur, c'est ce niveau d'impact qu'il faut. Au niveau technique, au niveau business, au niveau culture, au niveau mentoring, etc. Et on regarde vraiment ce qui s'est passé ces 3 mois. Et là, ça demande vachement de discipline, parce que souvent, il y a quelqu'un qu'on aime bien, qui a fait un truc de malade l'année dernière, et on continue à avoir une opinion très positive de cette personne. Mais en fait, il est exactement non, c'est juste d'il y a 3 mois à maintenant. C'est vachement difficile. Ou aussi, quand il y a quelqu'un qui a un petit junior, qui décolle vachement vite, on regarde trop sa vitesse de progression au lieu de vraiment sa pose là où est-ce qu'elle en est dans les skills. Et souvent, on donne des notes trop fortes, trop exagérées. Donc il faut vraiment une discipline pour vraiment évaluer ça. Et on évalue vraiment quel impact tu as eu par rapport au niveau que tu as dans la boîte et l'impact que tu es censé avoir. Donc ça on le fait, tous les managers se réunissent, expliquent à tous les autres managers pourquoi ils ont donné telle note, en gros passe ou ne passe pas, pour être sûr que c'est harmonisé et que la même performance est reward et récompensée de la même manière dans toutes les équipes. Donc c'est vraiment s'ils doivent avoir des process bien matures. C'est hyper important. Et après ce qui se passe quand les personnes sont en dessous du niveau, ce qui arrive assez souvent parce que le niveau est très haut, c'est vraiment une des meilleures équipes de la Silicon Valley, et on fait ça de manière bienveillante. Alors voilà, tout ça était très bon, voilà. Là par contre on a des problèmes, qu'est-ce qu'on va faire? On va bosser ensemble pour résoudre ces problèmes. Donc on va faire un plan ensemble, toutes les semaines on va repointer ensemble pour vérifier qu'on va dans la bonne direction, et on va aider les gens à s'en sortir. Et soit ils s'en sortent vite, soit ils s'en sortent pas vite. Et s'ils s'en sortent pas vite, on vire tout de suite. Parce que on n'aide jamais quelqu'un à les laisser dans un environnement où ils ne peuvent pas s'épanouir. Et aussi c'est horrible pour l'équipe d'avoir quelqu'un qui va mal à côté de soi. Voilà. Alors après, donc ça c'est tous les formats. Si par contre vous pensez que tout va bien et d'un coup la performance review qu'on vous donne un do not pass, un fail quoi, là c'est horrible. Et là, dans ce cas-là, le manager a échoué. Parce qu'un manager doit donner du feedback tout le temps à une personne, il va vraiment leur dire où est-ce que tu en es par rapport à ce qui est attendu de toi, quels sont les champs où tu peux t'améliorer, et me donner ce feedback notamment toutes les 2 semaines quand on fait le one-on-one. Voilà. S'il y a une surprise pendant la promotion, c'est pas du tout. Mais même en fait, un manager devrait donner du feedback tous les jours, même à la suite de chaque meeting. De chaque meeting, dire hey, quand t'as 5 minutes, ouais, là finalement, pendant ce meeting, t'as fait ça a eu un effet positif, c'est super bien, continue. Là, t'as fait ça, t'as vu l'effet que ça a eu, après, cette personne s'est braquée et tout. La prochaine fois, fais ça, ok, c'est bon, tiens, hop, on passe à la suite. Un bon feedback, ça doit être 3 choses timely, factual et actionable. Donc timely, il faut le dire tout de suite. Avoir le feedback 3 mois plus tard sur ce qu'on a fait il y a 3 mois avant, c'est hyper frustrant, c'est horrible. Factual, enfin, il faut dire les faits précis, ce qui s'est passé. On ne dit pas t'es mauvais en com, on dit tiens, à ce moment-là, tu as dit ça dans cette présentation, ça a eu cet effet-là, enfin, vraiment les faits. Et actionable, on dit que des trucs où il y a un chemin clair sur comment l'améliorer. Par exemple, si on dit que une personne qui est trop petite, elle ne peut rien faire, quoi. Donc ça sert à rien. Voilà, donc ça c'est pour le feedback, hyper important. Et ensuite, donc, pour les promotions, donc à un moment, on peut passer au niveau de dessus. Et on peut passer au niveau de dessus en fait que quand on a commencé vraiment de manière régulière à délivrer au niveau de dessus. Parce que quand on va passer au quarter d'après,
et ben on va être jugé au niveau dessus. Donc on va passer par exemple de junior développeur à senior développeur, et la barre sera vachement haute. Et c'est quand même vraiment relou d'avoir quelqu'un qu'on aime bien, qui a du potentiel, qui monte, et après pour le quart d'après dit ah bah tu fail au niveau où t'es. Donc il faut vraiment attendre que les personnes soient de manière sans bourriner, puis elles arrivent à être au niveau de dessus. Voilà. Donc c'est fini pour les best practices. On va passer à la dernière slide. Voilà, donc j'ai couvert pas mal de trucs. Je pense que vous voyez qu'il y a une sorte un peu de fil conducteur de bienveillance, de communication, de voir long terme, et de vraiment prendre le temps de bien faire les choses, de mettre à part du temps pour préparer le futur. Et c'est vraiment ce qu'il faut retenir, il faut faire des choses importantes, mais pas urgentes, il faut vraiment passer du temps à l'école. Voilà, donc c'est fini, donc maintenant on passe aux questions. Combien de temps on a 5 minutes. Alors, en sachant qu'il y a la pause juste derrière, donc on n'est pas à 5 minutes près. Okay. Si les gens veulent rester un peu plus, on ne vous pas dehors clairement. D'accord, très bien. Ok, bon, bah, on a au moins 5 minutes devant nous. Est-ce qu'il y a des petites questions? Donc j'aurais dû amener des rollers pour trouver la salle. Je vais poser une question. Est-ce que à Box vous appliquiez la méthode Scrum et comme vous parlez aussi de manager, est-ce que vous aviez un peu modifié la méthode pour intégrer Alors, déjà on peut se tutoyer. Et ensuite, oui, donc on fait Scrum. Et en fait, Scrum, ce qu'on a fait, c'est un truc que j'ai beaucoup aimé, on ne l'a pas appliqué à la lettre. Ce qu'on a fait, on a passé du temps à expliquer à tout le monde ce que c'est Scrum. Voilà, Scrum, c'est ça, voici l'objectif que ça a, voici les différents rituels, les différents meetings. Dans chaque meeting, on est censé avoir ça en input, ça en output, c'est ça qui est censé retirer de ce meeting, et pour être sûr que les gens comprennent vraiment ça. En fait, c'est facile de passer du temps à bouger des stickers sur un board, mais si on ne comprend pas que le principe du daily stand-up, c'est d'échanger une information, donc si les gens n'écoutent pas, par exemple, c'est un truc qui arrive très souvent, ça ne sert à rien de le faire, on peut arrêter le meeting tout de suite. Donc on a essayé de passer du temps à faire comprendre ça, et après on a laissé toutes les équipes choisir. Ok, maintenant vous faites comme vous voulez. Par contre, faites bien la rétrospective pour pouvoir justement décider qu'est-ce que vous faites plus ou moins. Et notamment, on voit les équipes back-end qui ont des projets beaucoup plus long terme, font plein de trucs très différents. Par exemple, la démo est moins intéressante que pour l'équipe front-end. Donc en fait, on les laisse faire ce qu'ils veulent. Et par rapport au manager, comment ça s'intégrait par rapport au fonctionnement de Scrum? Il y a plutôt un Scrum Master et un Product Owner. Voilà, alors, donc une équipe typique à Box, on est genre 5-6 ingénieurs, un designer qui était là, mais genre il était là tiers du temps parce que le designer peut faire des mocks très très vite, donc peut aider plusieurs équipes, et un project manager, donc Product Owner. Et il y avait un manager tech, un engineering manager. Généralement, le Scrum Master, c'était un des ingénieurs, et on tournait. Là, c'était bien pour que les gens chopent les best practices. Et voilà. Après, il y avait des équipes où le manager était plus impliqué dans les choix, et des fois, il était plus en retrait, ça dépend un peu du niveau de maturité et de la complexité des problèmes. Ça répond à la question? Merci. Bonjour. Est-ce que tu as des techniques par rapport à l'intégration de nouveaux venus? Est-ce qu'il reçoit un livret ou je ne sais pas, comment il est pris en charge pour apprendre justement toutes les best practices? Alors typiquement, on doit avoir un onboarding book qui est surtout sur le wiki. Donc normalement tout doit être déjà écrit pour pouvoir en une demi-journée avoir son ordinateur, être inscrit dans tous les comptes et pouvoir commencer à coder. Voilà, donc ça doit être très bien fait. Et on ne le fait jamais assez, il faut toujours remettre le wiki à jour. Avant la première journée qu'on a la box, on a plutôt un truc un peu business, où pendant une journée on fait comprendre toute la culture de box, on passe beaucoup de temps à parler de la culture. Notamment le premier jour, tout le monde entend le CEO. C'est hyper important de vraiment entendre, voilà, c'est votre boîte, c'est vous qui prenez les décisions, ce message le marteler toujours. Voilà. Donc une journée générale et après le wiki. Et au bout de la première semaine, un développeur est censé avoir fait un commit, enfin avoir mis du nouveau code en production. Et si ce n'est pas le cas, il y a un problème dans l'équipe. Soit le onboarding n'est pas bon, ou l'architecture est mauvaise et les gens se perdent. Enfin, voilà. Et si tout le monde, on est vraiment in trouble, dans la merde, quoi. En fait, si on n'a pas envoyé du code la première semaine. Voilà. Après, chaque équipe se débrouille. Aussi, un truc qui est bien, c'est que souvent on va avoir des équipes où tu peux commencer un peu par résoudre des bugs, des trucs comme ça, mais il faut toujours que tu bosses avec quelqu'un. Te faire bosser dans ton coin, c'est jamais bon parce que tu vas trop lentement, t'es perdu. Voilà.
si on prend par exemple une équipe de 6 qui était sur le modèle, on va dire, féodal, et qu'on a compris qu'il fallait faire ce changement de culture, l'équipe est en place depuis un moment, existante, et comment justement tu accompagnerais ce changement de culture pour que les devs sortent de leur état exécutant? On leur a demandé de ne plus être dans cet état-là, et pourtant, c'est pas leur culture et ils n'y arrivent pas. Comment les accompagner pour justement la délégation fonctionne, qu'ils prennent le lead sur des sujets, alors que c'est pas dans la culture et qu'on n'a pas de résultat? C'est très difficile. Et ça, c'est un petit peu comme. C'est assez difficile à quelqu'un de dire bah tiens, sois heureux. N'aie plus peur de parler en public. Il faut passer vachement de temps en fait, à communiquer, à réfléchir pourquoi c'est du blocage, à bosser là-dessus. Notamment, les one-on-one sont hyper importants en ce moment-là. Et en fait, le boulot d'un leader, c'est toujours de passer ce temps à communiquer. Toujours. Voilà les problèmes qu'on a. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ces problèmes? Ok, donc tout le monde dans l'organisation comprend qu'on a ces problèmes. Après, voilà, on va essayer de faire ce changement-là. Voici les hypothèses qu'on a. Donc on veut qu'il y ait plus de leadership des ingénieurs. On va expliquer pourquoi, on va expliquer là où on va. Et toujours avec beaucoup d'humilité en disant on va faire ça, mais on va sûrement se planter, donc dites-nous comment on change. Alors un leader passe son temps à communiquer en fait. Et si on passe pas son temps à communiquer, c'est qu'il y a un problème. Si on passe son temps à faire, ça ne marche pas. Et donc, pour faire ça, il faut passer beaucoup de temps. Et on commence par des petits trucs. Donc, par exemple, le truc typique, généralement, parfois, on a le product manager qui fait les mocks, qui passe les mocks, et après qui décide les tâches et qui les file à l'équipe. On change ça. On dit maintenant, découper les tâches, c'est l'équipe qui le fait. Après, l'étape d'après, faire les mocks, en fait, c'est pas le PM qui va le faire, c'est les ingénieurs qui vont faire ça avec le designer. Et petit à petit, on grignote un peu plus pour penser plus stratégique, en fait. Donc il y a ça, et je dirais vraiment c'est le one-on-one. C'est le moment où on passe son temps là-dessus. C'est pas parce qu'on a dit une fois ou 5 fois que c'est bon. Et souvent, j'entends des directeurs d'ingénierie qui ont ce problème, qu'on est tout petit, tous les ingénieurs sont pas super motivés, qu'on commence à avoir 10, qui traînent un petit peu, etc. Ben, c'est ton boulot en tant que VP of Engineering d'être sûr que ça change, et tant que ça n'a pas changé, c'est pas de leur faute, c'est de ta faute. C'est ça le manager qui est là pour tweaker, qui est ingénieur de l'organisation. Plus de suivi en fait. Ah ouais, un suivi gigantesque. Le suivi, un changement culturel, il n'y a rien qui demande plus de boulot. Alors j'aimerais rebondir sur les one-on-one marchands. Est-ce que tu prends des notes pendant ces one-on-one ou est-ce que tu fais tout de planning? Ouais, bonne question. Donc aussi, il y a une best practice plus importante. C'est quand on voit qu'il y a un truc qu'on va améliorer avec un ingénieur, de prendre des notes pour que la fois d'après, on check, ah bah tiens, quel progrès tu fais là-dessus. Donc c'est hyper important de prendre des notes. Alors parfois, les gens les prennent après leur bureau. Après, moi, ce que j'ai juste je sortais mon téléphone et je me mettais une petite note. Les gens font souvent sur Evernote, ce genre de truc. Voilà, non, il faut noter pour pouvoir avoir du suivi. Sans suivi, ça sert à rien. Ok, merci. D'abord, merci bravo pour la conférence, plein de bon sens, et la culture américaine est juste géniale et très inspirante. J'aurais une question sur quelle est votre culture au sein de chez Box au niveau de la gestion des horaires. Est-ce que vous avez une culture à la Netflix, c'est-à-dire que pas d'horaire, on ne se soucie pas des horaires mais des objectifs qui ont été réalisés? Quelle est justement, chez vous, chez Box, comment vous gérez tout ça? Alors, la culture des horaires chez Box, les 3 premières années, était assez sympathique, parce qu'en fait, on dormait au bureau. Je passais 3 ans à dormir au bureau, donc je codais jusqu'à 5h du mat. Je me réveillais à midi, et après en slip, je continuais à aller travailler sur mon ordinateur. Donc ça allait bien jusqu'à un certain moment, et après ça allait pas trop, parce qu'il y a du moment pour les familles, etc. Voilà. Et le but, quand on bosse dans une startup qui va vite, il faut débloquer les autres. Et à chaque fois qu'il y a une requête qui vient, ça va embêter notre productivité, il faut toujours répondre tout de suite, parce que voilà, débloquer les autres, c'est toujours un truc super important. Donc en fait, il faut que les gens bossent en même temps. Donc on avait quand même plus ou moins, en gros, je sais pas, de 10h du mat à 7h du soir. Et chaque équipe faisait son daily stand-up au moment qu'elle est bien. Parfois, il y avait les back-end teams qui étaient très très tard, d'autres qui étaient plutôt... voilà, on fait comme ça. Après aussi, il ne faut pas trop faire un culte des gens qui bossent comme des malades le week-end, parce que ça crée des mauvaises pressions. En fait, pour être efficace, pour avancer vite, il faut être efficace, et quand on fait du burn-out, quand on bourrine, finalement, on fait du mauvais boulot.
Donc c'est un peu le cowboy développeur dont j'ai parlé avant. Et ça, donc ça, il faut l'éviter. En fait, c'est très difficile parce qu'il faut un peu le célébrer, dire ouais, c'est cool ce que tu as fait, mais le refais pas trop, quoi. Et aussi, un avantage en box, on n'était pas encore distribué, on était tous sur le même niveau, tous les ingénieurs. Donc on n'a pas eu de problème, genre il y a une équipe à Zurich ou des trucs comme ça, around the clock, comme Google l'a fait tout le temps. Aujourd'hui, on prône beaucoup le lean startup. Donc c'est le fait de faire des choses dans le crâne et de pouvoir ensuite escaler. Si tu devais refaire la même chose, est-ce que tu le ferais de la même manière? Est-ce que tu continuerais à refaire de la revue de code de crâne? Alors, très bonne question. Mais en fait, donc on est ingénieur. Au début, on écrit du code comme enfin très crade. Et après, on dit, ah tiens, j'en ai vraiment souffert. Après, on écrit du code très bien et très lent, et après, sa deuxième startup fail. Et après, généralement, quand on est plus mature, on fait le truc au milieu en sachant. Là, on peut prendre un risque, là, on ne peut pas prendre un risque. Ou là, je pave le chemin pour que ce soit plus facile de continuer. Et en fait, je pense qu'il faut faire ça. Il faut arriver à toujours trouver le bon équilibre. Mais il faut toujours être fainéant, il faut faire le minimum. Et chaque refactoring qu'on va faire plus tard, on le fait plus tard. Chaque feature qu'on fait plus tard, on le fait plus tard. Mais le truc, c'est que maintenant, j'ai des skills 100 fois meilleurs qu'avant. Donc déjà, je saurais comment écrire une classe correctement, comment écrire des tests correctement. Donc j'aurais plus du tout le même problème d'avoir écrit du code vraiment comme n'importe pendant des années. Après, parfois, ça va être utile de dire que là, on va vraiment faire le truc comme n'importe. Et on va jeter le prototype après. C'est ok de faire ça, depuis le commencement, on ne fait même pas de code revue, on ne fait rien. Mais là, il faut avoir la discipline de dire, ok, une fois qu'on aura notre MVP qui marche qu'à l'abstraction, on le vire, on refait tout à zéro. Et là, il faut un CEO qui a qu'on a quoi. Parce que les CEO, ils rêvent toujours, ouais, non, je suis sûr qu'on va pouvoir s'arranger et ça marche pas. Donc on assume la dette technique. On assume un peu de dette technique au départ. Ouais, enfin là, c'est pas qu'on assume la dette technique, là, c'est qu'on sait qu'on va faire banqueroute, quoi. Et qu'on va vraiment cracher le truc. Ouais. La gestion de la dette technique, c'est un truc le plus compliqué en fait. Et c'est là vraiment qu'un CTO très mature va permettre de vraiment faire le bon choix. Messieurs, dames, d'autres questions peut-être? Tu as parlé des entretiens en fait. Des entretiens très calibrés avec des séries de questions pour pouvoir reproduire les entretiens d'embauche, j'entends. Ouais. Pour pouvoir reproduire un entretien entre plusieurs managers, plusieurs équipes, etc., des tests très calibrés. Est-ce que ça ne peut pas avoir tendance aussi à formater un peu les équipes, d'avoir vraiment des tests qui sont très très systématiques? Est-ce qu'il n'y a pas quand même une petite couleur un peu humaine qui se touche au feeling? Alors après, ça demande aussi peut-être plus d'expérience ou un profil particulier pour détecter ça. Alors, ce qui est calibré, c'est comment on présente l'exercice. Et après, on sait quelle solution on est censé avoir, à quel moment, avec quel niveau de petits conseils qu'on leur donne, etc. Mais après, dans tout est vraiment humain. On voit la façon dont ils rentrent dans la salle, est-ce qu'ils nous posent des questions, est-ce qu'ils s'intéressent à nous, est-ce qu'ils, leur petit gobelet, est-ce qu'ils vont le mettre à la poubelle ou est-ce qu'ils pensent que quelqu'un va faire pour eux. Plein de petits trucs comme ça. Donc ça, il n'y a pas trop de problème là-dessus. Après, par contre, un petit idée pour embaucher des gens très seniors, faire des calls un petit peu réseau cet algorithme et tout, c'est un peu difficile parce qu'en fait ils sont peut-être un peu rouillés là-dessus, mais ils sont très très forts au niveau architecture high level. Donc là on fait un autre type d'entretien qu'on appelle tech feedback. On leur dit, tiens, tu vas nous expliquer pendant 15 minutes un système dont tu es très fier que tu as créé. Et après, nous, on va passer une demi-heure à poser des questions. Tiens, pourquoi t'as pas fait ça comme ça? Comment t'aurais pu faire ça mieux? Et on voit à quel point ils ont vraiment la maturité d'avoir compris le truc high level et dans les détails. Et donc là, ça permet vraiment de juger les personnes plus seniors. Bonjour. Du coup, je ne mets absolument pas en doute tout ce qui là a été dit. Il y a pas mal de choses qu'on vous a déjà posé la question dans notre boîte aussi, ou bien dans notre boîte. Il y a des choses qui sont effectivement efficaces. Là, quand je vois le schéma vraiment en entier, toute la globalité, ça paraît juste parfait. Franchement, je me dis, il n'y a aucune faille. Donc, je me dis, il y a quand même des moments pendant tous les entretiens, one-on-one, toute cette communication qui est prônée, visiblement qui est faite, est-ce qu'il y a quand même des moments où il n'y a pas à faire, il y a des conflits entre des personnes, comment vous les gérez? Ou alors, tu vas me dire, bah non, justement, c'est génial, il n'y a jamais de conflit. Ah non, en fait, il y a des conflits toujours. Il y a des conflits parce qu'on a des informations asymétriques, on a coupé les choses différemment, etc. Il y a des miscommunications, il y a des problèmes tout le temps. Mais on est devenu, disons, plus mature à les régler.
Et aussi à pas flipper. Il y a des problèmes tout le temps, bah, c'est ok, c'est normal quoi. On scale, c'est normal qu'il y ait des trucs qui cassent, on va choisir quels problèmes sont les plus importants, on va les résoudre, et en fait on ne faillit pas devant le truc. Et alors après, en fait je dis un peu toutes les best practices qu'on a eu pour gérer la boîte jusqu'à 1000 employés. Après maintenant on va aller de 1000 à 5000, il y a encore plein d'autres questions. Et on va merder sur plein de trucs, maintenant on commencera à avoir des bureaux avec des ingénieurs ailleurs, quand on commencera à avoir les marchés publics qui vont nous embêter, au niveau de la stratégie, des trucs comme ça, il y a plein d'autres problèmes. En fait, à chaque étape, on a des trucs différents. Mais là, je pense qu'on a quand même bien résolu. On a des principes fondateurs très simples qui permettent de gérer une startup jusqu'à ce niveau-là. Mais après, dans les détails, c'est super difficile. Chaque jour le jour, il y a plein de questions vachement dures. Ok, j'ajouterais juste, du coup, vous êtes dans la culture open space aussi? Oui, complètement. L'open space, c'est trouver un maximum global. Avoir son bureau, c'est trouver un maximum local. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait, l'open space, on est dérangé, donc on est moins productif, mais on a plus d'informations, donc on va être plus productif dans la bonne direction, pour le truc qui est plus important pour la boîte en général. Vous avez parlé de culture. Est-ce que le modèle est transférable Ouais. Oui, justement, en fait, il est complètement transférable dans la culture française, parce qu'en France, c'est la merde de partout, sauf dans la tech. C'est génial. Ici, les opportunités de malade. Moi, je suis revenu en France parce que j'ai vu qu'il y a un écosystème génial qui est en train de se créer, plein d'énergie, plein de talent, et qu'il y a plein de choses à faire ici. Et en fait, la tech, c'est quoi? Justement, c'est cet esprit d'abondance, cet esprit win-win. On n'a absolument pas besoin de marcher avec les valeurs parce qu'on est dans un système, dans des contraintes, un contexte complètement différent. Donc il n'y a aucun problème à faire. Par contre, il faut bosser dessus, quoi. Ça ne se passe pas comme ça. C'est vachement de boulot à faire. Mais j'ai aucun problème je suis hyper confiant. On peut vraiment le faire ici. C'est humain. On a tous envie d'avoir un boulot plus meaningful, où on bosse avec les gens, on sent qu'on grandit chaque jour. Enfin, c'est des valeurs humaines qui sont absolument universelles, quoi. Il n'y a rien d'américain dans ce désir de bosser mieux, en fait. Et s'il est transposable dans un autre domaine que la tech, justement, parce qu'en France, c'est un autre domaine de la tech. Il est transposable dans tous les domaines où il y a de l'abondance, où il y a de la croissance, en fait. Donc, quand il y a de la croissance, on peut penser différemment. Quand il n'y a pas de croissance, forcément, on est en Windows. Parce que par exemple, le one-on-one qui demande d'entretien individuel qu'on connaît, nous, un peu en France, qui a lieu une fois par mois, le faire une fois toutes les 2 semaines avec, par exemple, nos vendeurs ou notre comptable, etc., c'est encore autre chose. Est-ce que vous pensez que justement en France, ça c'est transposable, même s'il y a de la croissance avec ce type de salarié? En fait, je pense qu'on peut le faire vraiment avec tout le monde. Le one-on-one, avec toutes les personnes que vous managez, quoi. Et en fait, on peut vraiment... ça c'est pas applicable à la tech. Mais je pense qu'il faut l'appliquer par exemple dans une structure qui va grandir. C'est hyper important quand ça va grandir, mais même quand ça ne grandit pas, avoir des vraies relations humaines où on s'intéresse aux gens, où on résout des problèmes, c'est hyper important. Donc ça, je pense qu'on va vraiment le faire partout, quoi. Messieurs, dames, on va s'arrêter là pour l'instant.